mais c'est Philippe de Liège qui nous en parlait. Bienvenue. Hello Philippe, comment ça va? Ça va? Vous m'entendez? Oui, nous t'entendons. Parfait. Ah, fantastique. Alors, j'ai l'impression, mais j'ai peut-être Tu mal as compris, l'impression. que tu avais Oui. une histoire à nous raconter. Une histoire à nous raconter, oui. En tout cas, une histoire que m'a racontée Claire Michalon. Ah, c'était ça la Et c'est source. Claire. Oui, c'est la source, en fait, qui écrit notamment des bouquins comme celui-ci sur les différences culturelles. Il s'agit de, on voit en tout petit là, mais c'est Claire Michalon sans E. Donc, il existe le prénom au masculin. Excellent. Et voilà, et Claire Michalon, c'est un ingénieur agronome français qui a souvent été missionné en Afrique et en Asie pour implémenter des nouvelles techniques agricoles. Et il s'est souvent pris des vents. Donc, il a été confronté à une résistance au changement extrême. Et donc, il a naturellement essayé de comprendre d'où venait cette résistance au changement et d'essayer de l'expliquer. Notamment, il donne aussi pas mal de conférences sur YouTube. Donc, si vous n'aimez pas lire, vous n'avez aucune excuse. Il est possible également d'écouter ses conférences. Il en fait des soit très courtes via TEDx, également des très longues de plus de 2 heures avec des classes. Donc c'est un garçon extrêmement généreux. Alors, tu Alors vas il nous résumer explique, son propos? ouais, Tu vas nous faire quoi oui, aujourd'hui? alors il explique notamment que partout où il était dans le monde, dans des situations qui étaient un peu extrêmes, ou en tout cas il y avait une plus grande précarité, chaque fois qu'il interrogeait les gens, il s'apercevait que les gens avaient plus ou moins la même culture, la même spécificité culturelle, comme il dit, c'est que les gens avaient beaucoup de respect pour les personnes âgées dans tous les villages du monde, quoi. Et puis, il s'est posé la question, mais tiens, c'est bizarre, comment ça se fait qu'ils respectent beaucoup mieux les vieux que nous, occidentaux, qui les parquons dans des homes, etc. Et puis après, il a compris que le point commun entre toutes ces peuplades, c'est qu'un vieux, c'est quelqu'un qui s'est jamais trompé. Et donc, dans ces villages-là, il y a très peu qui dépassent les 70 ans ou même les 60 ans, etc. Donc, ce sont des gens qui meurent, quoi. Parce que quand on vit dans la jungle, dans la brousse, etc., en fait, il arrive pas mal de choses et on meurt assez tôt et on meurt très vite quand on fait des erreurs. Tu Et es en train de nous donc, parler de Darwin en fait. oui, oui, C'est-à-dire, ah non, mais c'est exactement. un peu ça, autant le dire. Alors, Exactement. Et nous, alors, ça il peut a, arriver de manière moins physique dans nos sociétés, mais on peut arriver à avoir des Darwin Awards, des gens qui n'ont pas su, ou des gens qui peut-être oui, ne se sont pas adaptés, peut-être les organismes de financement de la formation, en France notamment, hein, qui, avec cette crise-là, sont obligés de se réinventer parce que le modèle ne tient plus, par exemple. Bon, en fait, tu parles de ça, quoi. exactement. Oui, exactement. Et donc, il identifie que finalement, une procédure et une tradition. Donc, une procédure, c'est plutôt chez nous, et une tradition, c'est plutôt dans les petits villages, comme ça, éloignés. Mais c'est la même chose, en fait. C'est l'ensemble des dispositions qu'un groupe, en milieu hostile, prend pour éviter qu'une erreur individuelle ne mette en péril la survie du groupe. Et donc, ça, c'est important de comprendre, quoi, que finalement, que leur tradition et que nos procédures reposent sur le même constat. En fait, c'est un rapport lié à la mort et naturellement que personne n'ose prendre l'initiative quand il est dans une situation précaire. Et naturellement, ça explique pas mal la résistance au changement qu'on connaît dans les boîtes, aussi bien au niveau du management qu'au niveau de la base. Parce que dès qu'on veut introduire une nouvelle procédure qui pourrait être, entre guillemets, considérée comme un, comment dire, comme quelque chose de dangereux, mais elle ne sera pas mise en application. Et donc, ça n'a rien à voir avec la peau, la religion, la profession et le niveau de compétence. C'est simplement que les gens ont peur de quelque chose et surtout qui pourrait mettre en danger l'ensemble de la communauté. C'est-à-dire que la Alors, précarité fait s'accrocher à ce qui nous reste, et ouais, qu'il faut exact. l'étape d'après, où vraiment il y a un mur et c'est plus possible, pour là changer. C'est un peu ça? On va le changer, mais ceux qui préconisent qu'il faut changer, mais ne sont pas soutenus par les autres, quoi, parce que les gens ne l'ont jamais fait. Et donc le retour d'expérience des vieux dit que surtout il ne faut pas le faire, ça s'est jamais fait. Et ceux qui ont franchi cette prairie-là, cette brousse-là, ce fleuve-là, ils sont jamais revenus, l'ont jamais raconté, donc c'est très très mal, quoi. Donc c'est drôle parce Et que dans donc certaines sociétés, naturellement, ça va être on n'a jamais fait ça, et dans ouais, d'autres comme la nôtre, ça va être on a toujours fait comme ça, pourquoi je ouais, changerais quoi? exactement. Et donc voilà, mais ça explique c'est fondamental, c'est que la procédure et une tradition, le respect de la règle est fondé sur le même précepte, c'est qu'il faut éviter de faire des erreurs, sinon on meurt. Oui, ça se Donc c'est tient. voilà et on comprend ça maintenant. Quand tu parles par exemple à un directeur marketing, moi ce qui m'arrive très, très souvent, un directeur marketing, ils vont tous te dire, heu: «Moi ce qui m'importe c'est de cibler mon mailing quoi» et donc il va dépenser un fric fou
donc en brochure quadriomie, en quadrichromie, un mailing, etc. Et donc on s'aperçoit qu'on se demande pourquoi il veut vraiment cibler, quoi. Ben, certainement parce que ça coûte cher, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que ce qui coûte cher, c'est d'expédier le mailing et les brochures et les quadricomies, etc., quoi. Donc en fait, autant l'efficience de l'imprimerie fait qu'on peut maintenant imprimer 4000 exemplaires au lieu de 2, ça change pas le prix de la commande, mais par contre, le prix de les distribuer coûte aussi cher qu'avant. Donc le coût d'un timbre, tous les coûts d'expédition sont incompressibles. Et naturellement, un directeur marketing, ben, il va cibler parce qu'on lui a dit de le faire à l'école qu'il faut cibler, mais il ne va pas, il va être conforté par l'idée qu'il est titulaire d'un budget et que son objectif, c'est d'être resté dans les clous budgétaires. Et donc, s'il dépasse les clous budgétaires, on risque de lui reprocher. Et après, on lui dira, tu as envoyé trop de mailings, tu as dépensé trop de freins de timbre parce que tu n'as pas suffisamment bien visé l'action mailing. Et donc là, il est victime d'une croyance limitante. En tout cas, c'est mon avis. Donc, imaginons par exemple que j'envoie un mailing, ils vendent les services d'Estocada, donc j'envoie un super mailing avec des beaux papiers en tête de lettres, etc. Et je décide de l'envoyer de manière très ciblée à 100 directeurs marketing. Et encore une fois, je suis très fier de mon coup. En fait, la brochure que j'envoie, euh, elle contient des retours d'expérience, elle te retient vraiment de l'expertise. Et naturellement, j'en suis très fier. Et je ne Elle peux est pas bien faite. imaginer, elle est bien faite. Et je ne peux pas imaginer un instant qu'il n'y ait pas de lead. Et naturellement, les gens vont m'appeler. Et pourtant, le résultat au final, c'est que tout ça, tout cet argent, il y a seulement 2% de call to action qui vont être enregistrés. Mais pourquoi? Tout simplement parce que la personne à qui j'ai envoyé ce mailing, il y a d'autres concurrents qui ont fait exactement la même chose. Et donc, le responsable marketing se retrouve avec plein d'informations qui sont quasi les mêmes d'un point de vue qualitatif. Et naturellement, il ne va pas lire les 50 brochures qu'il a reçues ce jour-là ou dans cette semaine-là. Et donc, c'est bien de viser, mais en fait, quand on vise trop bien, la cible reçoit tout le temps la même chose, quoi. Et mes concurrents racontent le même blabla marketing ou commercial que moi. Alors Alors maintenant, là, imagine, on voilà. prend Alors l'exemple, maintenant, juste oui, transition. On prend oui, l'exemple d'une action marketing, un mailing. Mais vous qui nous oui, regardez, vous n'êtes peut-être pas directeur marketing, mais vous oui, allez peut-être à un moment chercher un emploi, ou proposer vos compétences, ou alors vouloir attirer l'attention de quelqu'un ou d'une organisation. Donc la suite là, de comment on fait alors? Comment on se démarque? Que tu vas nous oui, mais dire, comment? ça concerne tout le monde dans tous les domaines. Oui, en fait, il suffit en fait de viser à côté. Donc, imaginons que je me sois trompé de fichier d'adresse Mais pas dans les et toilettes, hein. j'envoie, Attention. oui, oui, Non, et donc pardon. j'envoie. Oui. Donc j'envoie en fait le mailing non pas au directeur marketing, mais au directeur financier, par mégarde, voilà, où je me suis trompé de fichier d'adresse. Et le directeur financier, qui lui d'habitude reçoit plein de brochures super quali, qui parlent de trésorerie, de SICAV, de comment gérer sa boîte d'un point de vue financier, etc. Là, soudainement, il tombe sur un truc qui est différent, et il tombe sur un gars qui parle de marketing, quoi. Et le truc est suffisamment bien fait pour qu'il comprenne, et il dit, bah, punaise, on devrait le faire, quoi. Et le gars, il va prendre mon mailing, en fait. Non seulement il va le lire, mais également il va le transporter et il va l'apporter au directeur marketing en disant, tiens, mais je comprends pas pourquoi tu n'as jamais fait ça, quoi, de faire de la communication digitale. Et le directeur marketing va lui dire, ben si, ça fait 2 ans que j'essaie de le faire passer, etc. Et donc on voit que maintenant, il n'y a plus de coût de distribution par rapport à un mailing de manière digitale. Et donc l'erreur que les directeurs marketing font, c'est ils font comme avant. Donc ça coûtait trop cher, très cher d'expédier le mailing à toutes les cibles. Donc ils ne le faisaient que de manière très restreinte, mais ils loupaient en fait l'opportunité euh, d'impacter d'autres personnes qui pourraient vendre mieux qu'eux ce projet en interne. Et donc maintenant, les directeurs marketing, en fait, ils utilisent le digital pour, ils appellent ça le multicanal. Donc la même brochure, ils vont la distribuer aux mêmes personnes, mais avec différents canaux. Alors qu'ils devraient avoir une approche multidécisionnelle, c'est-à-dire, OK, puisque le coût de distribution est nul, ben, je vais investir et je vais faire en sorte que cette brochure soit lisible par tout le monde et d'avoir un certain nombre d'alliés autour de moi qui vont faire ma bonne presse au niveau de l'organisation. Oui, Et mais si ça se naturellement, trouve, là où tout le oui, monde se fait piéger, c'est que, quand oui, même, objectivement, si oui, tu balances 100 000 mails oui, et que tu as 2% de call to action, tu as du oui, retour. Donc tu continues à faire ça. Et donc, et tout le monde, c'est une surenchère où tout le monde cherche à avoir oui, le oui, plus de bases de données, de machin. exactement. J'envoie. Oui, Et donc, quelque part, on part en. Alors qu'en oui, fait, en mais tant que en boîte ou en fait, tant qu'indépendant, tu as besoin de combien de clients? Tu as besoin de 30, 40 clients. Et ça suffit. exactement.
Oui, oui, ça suffit, mais après, il faut surtout de trouver des clients qui te rapportent. Donc, l'objectif n'est pas de trouver des clients, il y en a profusion, mais ce sont des gens avec qui tu te sens bien et avec qui est respectueux de ta marche. Ça, c'est très important. Et donc, moi, auparavant, oui, je pourrais me dire, je vais plus prospecter, j'ai suffisamment de clients, etc. Et non, en fait, moi, je continue à prospecter parce que je cherche à ne, à ne m'occuper finalement que des clients avec qui je suis très bien et qui sont respectueux de moi. Et c'est vrai qu'auparavant, c'était compliqué. On ne pouvait pas s'occuper des clients et prospecter. Maintenant, on peut faire et donc, mon objectif à moi, c'est d'être dans des boîtes où je suis serein et où je suis bien à tous les niveaux. Et donc, c'est vrai que ma stratégie marketing consiste à plaire aussi bien au directeur marketing, au directeur commercial, également au directeur financier et à la direction générale. Donc, pour ça, je dois avoir une approche non pas multicanale, elle peut être multicanale, mais surtout multiditionnelle, décisionnelle, je vais y arriver. C'est-à-dire que le mailing doit pouvoir être lu, compréhensible par n'importe qui connaît pas le marketing. Naturellement, donc les budgets que je ne vais pas faire pour acheter du timbre, pour expédier mes mailings, je vais consacrer ce temps-là, cette énergie-là, pour personnaliser les mailings au niveau des différents publics. Mais tous les publics sont importants. Voilà. Et donc là, Alors, je pense que c'est une erreur assez colossale que le marketing ne comprend pas bien, selon moi, et que les commerciaux faisaient déjà très très bien. Il faut savoir que dans le domaine de la vente complexe, où on a plusieurs interlocuteurs, un commercial, dans son day-to-day, il faisait déjà ce boulot-là. Donc, en fait, il n'allait pas convaincre que la personne qui allait signer bon de commande, il allait découvrir le sponsor, le financier, le directeur général, la personne impactée par sa solution. Donc, la décision économique a toujours été multidécisionnelle. Et donc, maintenant, le marketing devrait enfin comprendre, euh, lutter contre lui-même, contre ce qu'on lui a dit pendant des années, il faut viser. Et non, il faut bien viser, mais également viser à côté. et donc en fait, on peut aussi se mettre de l'autre côté parce que qu'on soit à n'importe quel poste, pas forcément que directeur marketing, mais directeur commercial ou collaborateur dans n'importe quel service, à un moment donné, on se retrouve en position d'acheteur, de devoir décider avec qui on fait affaire. Et c'est vrai que tout le monde se présente plus ou moins, oh, on va être votre partenaire, on va vous accompagner, on est avec vous, nanana. Ça fait un peu le même bullshit quelque part. Parce que comment, et c'est la question que j'aimerais aborder avec toi pour finir ton intervention, c'est si on se met de l'autre côté, quels sont les signes qui peuvent faire croire à la bonne foi que pour une fois, on tient un vrai partenaire qui, certes, on va le payer pour faire ce qui va nous apporter, mais qui va vraiment être notre partenaire et qui va nous aimer et qui va travailler avec nous. Comment on reconnaît ça? Les preuves d'amour, quelque part. Bon amour, mais en fait, c'est un peu le sujet d'avant, quoi. Et c'est vrai d'être arrivé à un stade où on sent qu'on peut tout lâcher à un client et qu'on peut lui dire à un moment donné que, bah, écoute, je suis désolé, mais là, tu foires complètement, quoi. Et donc, c'est vrai que quand on est dans une approche où on n'a qu'une seule personne de contact, bah, c'est compliqué de dire à cette personne-là, parce que c'est lui qui signe le bon de commande, et lui dire que bah, là, il fait une grosse connerie, etc. Par contre, si on essaime un peu partout que la boîte est en train de se tromper, là, on peut avoir une vraie influence. Et à un moment donné, on arrivera à convaincre quelqu'un qui va arriver à influencer celui qui prend la mauvaise décision. Et donc, je pense que oui, où on est bien dans les sociétés, c'est où on a, allez, on a la certitude qu'on peut tout dire, y compris des vérités qui sont difficiles à entendre. Voilà, donc Et ça, c'est ce que, voilà, moi, pendant des années, j'étais un commercial lambda, et c'est vrai que parfois, je devais entendre des choses, mais absolument incroyables, enfin, incroyables, néfastes, ou, à mon avis, j'y croyais pas du tout. Mais j'étais tellement respectueux de la personne, et j'avais très peur de son retour de la nivelle. Euh, donc voilà, ça, je pense que un bon compte, c'est là où on a multiplié le nombre de contacts et où on peut imposer le fait que, en mon l'occurrence, avec moi, Philippe Deliège, il dit toujours la vérité, ou en tout cas une vérité qu'il défend, sur laquelle il est à l'aise. Voilà, ça, je voilà. pense que c'est le meilleur bénéfice que l'on peut donner, offrir à un client, c'est la transparence, dire la vérité. Et le meilleur cadeau qu'un client peut nous donner, c'est qu'il est, comment dire, il dit les choses. Voilà. Merci Philippe. Y compris quand on a merdé, mais sans nous engueuler, etc. Et ce qu'on appelle un recadrage intelligent. Ça, c'est, pour le moment, ben, on a tous les outils pour faire mieux qu'avant. Voilà, exactement. Merci Philippe pour ton apport. Tu reviens quand tu veux sur l'antenne en tout cas. En fait, pour résumer, c'est simple. Vous avez dans n'importe quel métier la façon de voir si vous avez le bon partenaire, c'est est-ce que vous travaillez ensemble. Et travailler ensemble, c'est pas lancer une demande et avoir un prestataire qui vous le fait. C'est être ensemble à concevoir quelque part le cahier des charges de ce qui va se passer
d'être d'accord, pas d'accord, d'avoir des idées de chaque côté, parce que vous avez votre vision en tant que dans votre boîte, dans vos habitudes, etc., de qu'est-ce qu'il faudrait faire, et vous, votre besoin. Et en face, par effet miroir et par expertise, et bien du coup, la personne en face qui est compétente va vous donner d'autres inputs. Et vous allez enfin ensemble aller vers une troisième voie qui sera au moins largement mieux que si le prestataire avait agi tout seul ou si vous aviez agi tout seul. Et c'est un peu ça le discours de Philippe. Et quelque part, ça revient à ce qu'on disait hier sur aimer le client, donc le social selling, c'est que le fameux directeur financier qu'on a pris en exemple au début, pour qu'il comprenne et que ce soit réceptif pour lui, c'est qu'on s'est mis à son niveau et surtout on s'est mis dans l'optique que n'importe qui va lire la communication, il va progresser par rapport au domaine de cette communication. Donc on aide les gens à grandir. Et donc c'est pas parce qu'on est aujourd'hui dans une case de directeur financier où je m'occupe de petits tableaux bilan que peut-être à côté d'ailleurs j'ai peut-être un appétit, peut-être que je m'occupe d'une asso, et peut-être que je suis responsable de com dans l'asso parce qu'il n'y avait personne d'autre, etc. Et du coup, on arrive à traiter, moi ce que j'appelle, avec des humains complets. On est tous complets. On n'est pas juste, là aujourd'hui je suis en train de vous parler, je ne suis pas juste un animateur. Peut-être que parfois le dimanche, et très rarement, j'aime cuisiner. Peut-être. Peut-être que j'aime le vin. Peut-être que j'ai des enfants. Peut-être que ça m'intéresse de savoir quel jeu je peux faire avec mes enfants. Et en fait, il y a des tonnes de champs comme ça qui ne sont jamais traités, jamais adressés. Et c'était, il me semble, l'intervention de Philippe. Tu reviens quand tu veux sur l'antenne.